Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Et cette année, j'ai eu envie de passer en revue les plats favoris des Français et de vous en proposer les meilleures recettes. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Mais si bien manger reste le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe pas deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il pré-cuire les pommes de terre du gratin dauphinois, faire mariner la viande du bœuf bourguignon ou dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale gourmandise. Enfin, en même temps, on est toujours très gourmand dans les carnets de Julie. Mais c'est spécial parce qu'aujourd'hui, nous allons traiter du chocolat. Et nous allons même vous proposer 2 recettes parce qu'on va cuisiner une mousse. Enfin, on va préparer une mousse, sans cuisson évidemment, mais aussi un gâteau au chocolat. Chacun a son gâteau au chocolat, j'ai le mien, Thierry Marx a le sien et vous allez nous donner le vôtre. Alors évidemment, on va parler chocolat, ça tombe bien, moi c'est un sujet que j'adore, avec des experts qui nous rejoindront tout à l'heure pour déguster tout ça ensemble. On va commencer par la mousse, parce que la mousse, en tout cas moi, je la prépare à l'avance, je préfère la laisser un peu reposer, tasser, je l'aime bien dense. Autour du chocolat aujourd'hui, plusieurs recettes. D'abord le gâteau de Thierry Marx, qui a la particularité de se faire sans cuisson. Un vrai magicien, notre chef. Là, on a un biscuit, il est mousseux et on aura vraiment la saveur du cacao. Du côté de l'Ardenne belge, nous rencontrerons un chocolatier, Pierre Marcolini, qui part aux 4 coins du monde à la recherche de fèves qu'il transforme ensuite. C'est à partir de là qu'on décide si c'est du chocolat noir, du chocolat au lait, ce qu'on va y mettre, la quantité de sucre, la quantité de vanille ou la quantité de poudre de lait. Nous vous inviterons ensuite dans la cuisine de Sandrine, qui confectionne des moelleux au chocolat sans œufs, mais avec de la compote de pommes. Pour la création des recettes, j'essaye d'appliquer vraiment une démarche scientifique. Toujours du côté de Paris, nous verrons que le chocolat est un art, puisque certains le sculptent. Par exemple, là, je viens de faire 9 têtes. 9 fois, elles sont différentes. Quand d'autres font des robes. Là, je suis en train de rajouter des derniers petits détails, donc des petites perles en chocolat. Retour du côté de chez moi pour entamer cette cuisine tout en douceur. Et pour cela, j'ai choisi 400 g de chocolat noir de notre chocolatier belge. On va commencer par faire fondre le chocolat noir. Parce que dans ma recette de mousse au chocolat, je mélange du chocolat au lait un petit peu et beaucoup de chocolat noir, de chocolat plus amer à 70%. Celui-là en contient même 77%. On reviendra sur l'importance de la teneur en cacao. Et il paraîtrait que le chocolat noir fond plus lentement que le chocolat au lait. Donc on va commencer par le faire fondre. Et moi je choisis le micro-ondes. Et d'ailleurs, ce chocolat issu de ces fameuses fèves de cacao, si précieuses qu'elles étaient à une époque monnaie d'échange, rapportées évidemment par Herman Cortés d'Amérique centrale, quelle est leur histoire ? Comment ne pas se retrouver chocolat au moment du dessert en préparant un gâteau au chocolat puisque tout le monde aime ça ? Son histoire remonte à l'époque des tribus mayas il y a 2600 ans. Les fèves de cacao étaient grillées, puis broyées sur des pierres brûlantes. On y ajoutait des épices et on obtenait un breuvage aux vertus religieuses. Pas peu fiers de leur boisson fétiche, les Mayas offrirent les fèves de cacao à Christophe Colomb. Mais ce dernier, pensant qu'il s'agissait de crottes de chèvre, les jeta par-dessus bord. Ce n'est qu'en 1528 que le chocolat arrive en Espagne sous forme de chocolat chaud, boisson très à la mode à la cour. C'est plus tard encore qu'en France, Charles Fazy, cuisinier à la cour de Louis XVI, décide de faire fondre le chocolat. Il rajoute 6 jaunes d'œufs, puis incorpore les blancs avant d'obtenir une texture légère et fondante qu'on appellera la mousse au chocolat et qui deviendra la base de nombreux gâteaux. Sous forme de plaquettes, de moelleux, de fondants, de coulants, opéra, brownies ou cookies, les Français consomment presque 400 000 tonnes de chocolat par an, soit 7 kilos par personne, arrangés aussi bien dans la cuisine que dans la pharmacie, puisqu'il soigne le stress, renforce l'immunité, c'est aussi un antioxydant. Bref, on peut fondre pour le chocolat avec bonne conscience.
prends toujours soin de hacher le chocolat au couteau. Parce qu'évidemment, plus il est coupé fin, plus il va fondre rapidement. C'est plus fort que moi. Il est bon. Alors, micro-ondes, mais ne pas dépasser, je crois, 65 degrés. Et plus le matériau est épais, plus il faudra compter 2 secondes pour faire fondre notre chocolat. Et quel que soit le contenant, veillez à ne pas dépasser 600 watts. Et voilà pour le chocolat noir. Je vais m'attaquer au chocolat au lait. Joli. Salut les garçons. Ça va? Mais oui, tout va bien. Ça commence à sentir le chocolat. Oui, ça se sent. Bonjour Raphaël. Salut. Bonjour Thierry. Ça va? Ça va dis donc, oui, très t'as bien. déjà attaqué je suis sérieux, rentrée dans le oui. sujet là. Chocolat noir, Alors- chocolat au lait. Chocolat noir, chocolat au lait, parce que et je trouve que le mélange des deux finalement est assez heureux. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté adoucissant dans le chocolaté, puis c'est très gourmand le chocolat au lait. Oui, alors autant je n'aime pas trop le croquer, moi j'aime bien le chocolat noir, mais je trouve que dans les recettes ça apporte effectivement un petit peu de douceur, de matière grasse. Et tu fais fondre au micro-ondes? Ben oui. Bon, Toi t'en penses quoi? j'en pense rien de mal, rien de bien. Je trouve ça pratique. Oui, c'est ça. Quand on le fait progressivement, Ouais. tu vois, c'est assez pratique. Il ne faut Oui, pas le faire d'un coup trop Ça fort. le détériore un petit peu. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'option C'est Raphaël, une bonne du astuce, micro-ondes effectivement, comme tu dis, basse puissance, et puis tu arrêtes régulièrement, Régulièrement, tu et tu mélanges. recommences doucement. Voilà. Et voilà, surchauffe, abîme complètement tu détruis les arômes. Évidemment. ces c'est très- saveurs ouais, ouais, de c'est- chocolat qui c'est sont des fois déterminant, complexes. tu as raison. C'est une recette que j'ai imaginée en faisant plusieurs types de mousse et j'ai fini par suivre les conseils d'un pâtissier professionnel qui m'a dit de monter mes blancs et mes jaunes avec le sucre, tout en même temps. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je suis pas favorable déjà au sucre. Je trouve bon que ça... Alors monter les œufs entiers, les jaunes et le sucre en même temps, oui, pourquoi pas, ça me paraît pas illogique. Mais c'est ce surpoids du sucre moi, qui me gêne un petit peu, qui va venir éteindre un peu tous ces arômes. Ah ben, alors j'avais prévu de mettre 150 grammes de sucre, on va peut-être Moi, en je mettre pense un peu moins. je pense qu'on peut quasiment diviser par 2. Ah bon? T'es sûr? Ah, mais Ça va pas être certain. trop amer? Non, parce que tu as additionné 2 chocolats. Donc je vois pourquoi tu rajouterais 150 grammes de sucre qui vont venir peser sur ta recette et peser sur... Mais pour passer du 40 au 42 en taille de pantalon. Oui, Non, mais c'est tu une vois, bonne moi, idée, j'aime bien mais remarquer. le tissu, Hein c'est un peu cher quand même. Bon, soit. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, nous aurons une sorte de responsabilité partagée dans la réussite de cette recette. Alors, mon beurre, maintenant, je préfère te poser des questions. Habituellement, je mets 150 grammes de beurre, tu vas me dire. Ah non, que mais c'est là, très bien. En plus, le beurre, on va le retrouver dans l'onctuosité, ce que tu n'aurais pas si tu n'avais pas mis de trop. beurre. Je mets quand même mon beurre. Donc il y a une texture qui va être intéressante, qui est le parti pris de ta recette. Tu vois, tu Ouais, bah, on gardes commence, bien tu cette vois, brillance. Ça fond tout doucement. Et, Et d'ailleurs, je crois qu'il faut le laisser se reposer un petit peu. Complètement. Parce qu'au contact de la chaleur, il va fondre. Maintenant, je vais m'occuper des œufs. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, je casse mes œufs sans séparer les blancs des jaunes pour les monter entiers au robot. Le jaune et le sucre, ça fait un sabayon, ça monte. Le blanc et le sucre, ça fait une meringue. Donc blanc, jaune et sucre, ça va monter aussi tout à fait. Alors, je vais rajouter le sucre. Donc, le sucre, bon, j'ai compris, chef, grand chef à plume. Je retire la moitié, donc 75 grammes. Allez, hop, tiens, on va le faire tout de suite. Bon, du coup, il va falloir que je renote ma recette parce que là, on s'est éloigné de ma base. Mais c'est ce que j'adore avec vous. C'est qu'à chaque fois, c'est les recettes collectives, le cerveau collectif de la cuisine. Alors là, à partir de là, comptez 15 minutes pour obtenir une mousse bien ferme. Je vous recommande de commencer par monter les œufs en douceur, puis d'augmenter progressivement la vitesse. Le temps d'ailleurs de découvrir la recette de Thierry, une sorte de gâteau mousse, le tout réalisé sans cuisson. Direction l'atelier de pâtisserie de notre chef pour préparer un gâteau au chocolat en 4 étapes. Et l'on commence tout de suite par faire chauffer du lait. On prépare un biscuit au chocolat sans cuisson, sans farine, sans matière grasse et surtout sans sucre. Simplement du lait, demi-écrémé, que je vais mettre à chauffer jusqu'à le porter à ébullition. L'ébullition n'a pas de sens sanitaire, c'est juste pour que le lait soit vraiment très chaud et qu'on ait une fonte immédiate du chocolat. Deuxième étape, notre chef rajoute le chocolat, rien de plus. Un chocolat à 80%, fort en goût et en saveur. Je reste à température. S'il y a une allergie au lait, par exemple, on aurait pu faire cette recette avec de l'eau. Ça fonctionne de la même façon. Voilà, mon chocolat est bien fondu. Je
prépare mon siphon et je mets, on appelle ça un appareil, dans mon siphon. Troisième étape, notre chef met donc sa préparation chocolatée sous pression afin de donner au biscuit un aspect aéré comme une mousse au chocolat. Je garde mon moule à biscuit. Il n'aura fallu que 3 manipulations avant que la préparation ne file au réfrigérateur, 10 minutes. Voilà, le biscuit est refroidi, il est légèrement rétracté, ce qui est normal. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir le couper. Et on va pouvoir constater qu'on a la même mousse qu'un gâteau au chocolat. Là, on a un biscuit qui est sans cuisson, comme on l'a vu. Il est mousseux, donc on a la texture du sponge cake. Et on aura vraiment la saveur du cacao. Il n'y a pas de sucre du tout, pas de beurre ajouté et pas de jaune d'œuf ajouté. Quatrième et dernière étape, le dressage. Une jolie découpe, un peu de crème battue vanillée déposée à la douille et quelques fruits pour apporter un peu de contraste au moment de la dégustation. Aujourd'hui, j'ai choisi des fruits rouges, mais on aurait pu choisir fruits confits, marron glacé, Et pour rehausser le tout, notre chef ajoute une touche acidulée. et zeste de citron vert. En 4 étapes express, voici donc un dessert 2 étoiles pour finir en légèreté un repas. Alors un gâteau au chocolat sans beurre, sans sucre, et en plus on pourrait remplacer le lait par de l'eau. Ouais, il reste plus rien dans ton gâteau au chocolat. Il reste du chocolat. Ouais, d'accord. Avec une belle signature de chocolat, onctueuse, avec des saveurs bien sourcées. Les œufs bien battus, je peux maintenant finaliser ma mousse. Alors ça, moi, je dispute un peu mes apprentis quand ils tapent sur le bord de quelque chose qui vient de monter. Ah oui. On est vertueux à monter quelque T'as chose. raison, on voit que c'est et puis tombé on- d'ailleurs. Et puis on tape dessus pour que ça Faire retombe. tomber le... Alors deuxième remarque, c'est que je vais mettre le premier volume et D'accord, tu mets pas tout d'un coup. je mets pas tout d'un coup. et T'es je- d'accord pour la maryse plutôt Je suis qu'un fouet. d'accord. Ah oui, oui, non, le fouet, non, Sinon ça va oubliez. casser. Ouais. Alors, tu vois, je vais là plutôt faire assez vite. Alors j'ai remarqué qu'il fallait faire super vite parce que ça fige. Exactement. Le gras du chocolat, le beurre fige très vite. Donc on n'attend pas. Une fois qu'on a commencé à mélanger les œufs, on continue. Elle est belle cette mousse. Hein. Elle est superbe. La petite astuce, quand on regarde comment on fait comme ça, c'est gauche sur droite, droite sur gauche. C'est-à-dire Je fais tourner mon bol sur la gauche et à contresens. finalement. j'incorpore sur la droite. D'accord. Et comme ça, je casse pas mes textures. Tu vois, je te laisse apprécier là. Et tu vois la texture comme elle est Ouais, belle. petit à petit, elle s'allège. Et Faut aller chercher le chocolat dans le fond. voilà, en fait, hein. et en coupant et en Ah oui, c'est vrai, il faut tournant tourner légèrement. le. Mais j'ai toujours peur de trop Non, mélanger. encore un petit peu. Il faut vraiment qu'on ait une couleur un peu plus homogène. Allez, on y va. On met dans la. Non, ça c'est pas assez tourné. C'est très bien, si, c'est parfait. Voilà. Si par contre, il faut que tu... J'aime bien voir sa tête quand il ose pas faire bien. Non, mais Je dis. Je suis un garçon un peu timide, et voilà. hop. Oui, mais t'es un garçon très perfectionniste. Et voilà. Et voilà. Et tu as là, raison. là, on est bien. D'accord. Et Alors, tu vas pouvoir on y la va. remplir. Donc là, c'est là où il faut pas attendre, hein, parce que ça Voilà. fige très vite. Hop là. Et là, donc on ne tape pas sur le saladier. Ah ben non, ça c'est joli parce qu'on voit toutes ces micro-bulles, là, c'est très sympa. En plus, tu as choisi un joli contenant. La forme du contenant pour la mousse au chocolat, pour moi, a une incidence. À plat, on va avoir une crêpe qui va sécher en dessus et où il n'y aura pas cet alvéolage. Là, tu as choisi un joli contenant. Donc évidemment, quand tout ça va prendre, et même ces petites bulles, elles vont se fixer par la matière grasse du chocolat. Et on va voir que... C'est-à-dire que ça conditionne le résultat finalement, Ah oui, la bien forme sûr, du contenant. bien sûr, bien sûr. C'est fou. Alors, on va la mettre au frais. Après, c'est un peu comme la viande. Certains l'aiment très cuite, certains l'aiment bleue. Ben là, c'est pareil. Certains l'aiment bien tassée, avec 1 voire 2 jours de frigo. D'autres l'aiment à peine refroidi. Bon, on laisse quoi 1 heure ou 2 minimum. Il faut compter 2 heures. Profitons-en maintenant pour retourner aux sources de la recette originelle, le chocolat chaud. Et pour cela, tenez-vous bien, j'ai fait appel à une chocolatologue. Et oui, cela existe. Valentine Thibert est une spécialiste du chocolat. Ils sont d'ailleurs quelques-uns en France. Je la rejoins chez elle, du côté de Givres-sur-Yvette, où elle possède quelques trésors introuvables pour réaliser la meilleure et surtout la fameuse boisson traditionnelle, telle que la buvaient les Mexicains et les Mayas bien avant. À force de recherches historiques et gustatives à travers les pays producteurs, Valentine a réussi à reproduire cette boisson composée d'eau et de nombreuses épices. Voilà. Alors ça, c'est un chocolat que j'appelle le chocolat des esprits.
bien évidemment, sont les esprits mayas. Et je me suis inspirée d'une recette qui s'appelle Tasca Latte, qui est une recette très très ancienne et qui est racontée dans une légende qui s'appelle le Popol Vuh. Alors je me fais ça souvent quand je sais que j'aurai pas le temps de déjeuner. Je prends ça le matin et c'est vraiment un chocolat qui vous donne plein d'esprit, plein de vigueur. Et dans cette recette, il y a ce qu'on appelle le roku. Alors au niveau du nez, ça évoque un peu la tomate séchée et le paprika. Et c'est un peu piquant. Donc c'est vraiment aussi aromatique. On va y ajouter des épices. Pour le coup, j'ai pris du 4 épices parce que ça rassemble bien cet univers mexicain qui va donner un petit côté très complexe au chocolat. Alors, pour rester dans l'ambiance de la recette, j'ai pris un chocolat qui s'appelle le cacao royal parce qu'en fait, les fèves de cacao avec lesquelles il a été concocté étaient réservées au roi d'Espagne. Alors, on va mettre toute la plaque, carrément. Valentine hache ce chocolat mexicain à 70% au couteau, il fondra ainsi plus vite et évitera les grumeaux. Elle l'aromatise avec le fameux roku, les 4 épices, une gousse de vanille, une pincée de piment et fait frémir un demi-litre d'eau. Il y a 21 ans, Valentine crée de toutes pièces un métier qu'elle aime comparer à l'œnologie. Il faut connaître un peu de botanique, un peu d'aromatique, un peu d'histoire, un peu de savoir-faire des chocolatiers aussi. J'ai fait plein de voyages dans les pays producteurs et c'est vrai que c'était toute une aventure parce que quand je suis arrivée dans le chocolat, en fait, on connaissait presque rien sur les variétés. Donc on ne s'était pas du tout attaché aux saveurs par rapport aux variétés, par rapport au terroir. Il n'y avait rien de tout ça. Un métier émergent qu'ils sont à peine 5 à exercer en France aujourd'hui. Avis aux amateurs. Valentine fait fondre ses copeaux de chocolat dans l'eau et ajoute 3 cuillerées de miel. Pour finaliser sa recette, elle nous dévoile l'astuce qui change tout. Mixer la préparation pour lui donner une belle onctuosité et la faire mousser. La mousse, c'était la meilleure partie, celle qu'on réservait aux dames notamment. Et c'est l'esprit du chocolat, quelque part, cette mousse. Valentine sert évidemment le chocolat dans la plus pure tradition mexicaine. On servait le chocolat comme ça, donc avec beaucoup de respect. C'était presque une offrande. Enfin, moi j'adore ça. C'est très bon. Et puis bon, vous avez cette petite mousse, vous voyez la texture, c'est génial. J'adore cette texture, c'est joli en plus. Un chocolat chaud des origines, aux saveurs aromatiques inédites et sûrement plus digeste à l'eau qu'au lait. Alors maintenant que nous sommes revenus sur l'origine du chocolat, Raphaël va nous faire entrer dans le produit. Qu'est-ce que c'est que le chocolat finalement? Ah, bonne question, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression que tu as travaillé un peu le sujet. Oui, j'avais préparé un peu la question. La cabosse, c'est le fruit du cacaoyer. On va les récolter, laisser sécher, on va ensuite casser et on va récupérer à l'intérieur les fèves de cacao. Les fèves de cacao. Alors ensuite, il y a la torréfaction qui va donner du goût, comme le café d'ailleurs, les grains de café séchés. Il y a une peau et à l'intérieur, il y a une amande. C'est ce qu'on va appeler le gruet de cacao. Ça. Ce gruet va être écrasé très très finement, chauffé, et on va récupérer de la pâte de cacao. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est 100% cacao. Alors voilà, c'est intéressant de goûter à chaque fois, n'hésitez pas. C'est de l'amertume. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise parfois dans les civets. Là, c'est quasiment du... Dans les sauces au vin. Exactement, la liaison du lièvre à la royale, par exemple. Très astringent. On voit que ça prend toute l'eau au fond de la gorge. Là, il n'y a pas de sucre. Ah non, là, il n'y a pas de... Ça bloque les mâchoires. Tout au fond. Il y a un côté café, justement, un peu. Et alors, dans cette pâte de cacao, si on la chauffe encore et qu'on l'écrase, on récupère ce qu'on appelle le tourteau. Ça, quand c'est pulvérisé, ça devient de la poudre de cacao. D'accord. Et on va extraire toute la matière grasse qui, une fois purifiée, s'appelle le beurre de cacao. Et à partir de ces ingrédients-là, on va pouvoir composer le chocolat noir, le chocolat au lait et ce qu'on va appeler le chocolat blanc. Là, le chocolat au lait, c'est simplement de ce que tu as appelé la pâte de cacao, auquel on ajoute du lait et du sucre? Oui, alors, c'est-à-dire, si on prend ça, qu'on va rajouter un peu de sucre et éventuellement un peu de beurre de cacao, on va obtenir du chocolat noir. D'accord. Après, chacun fait son dosage. On verra ça avec Pierre Marcolini tout à l'heure. Voilà, ça va faire la signature du chocolatier qui va justement choisir la quantité de sucre, la quantité de beurre de cacao, etc. Ensuite, ça, c'est chocolat au lait, parce qu'on a mis de la poudre de lait. Et alors, le chocolat blanc, vous enlevez le chocolat. Alors, est-ce que ça s'appelle encore du chocolat? Je ne sais pas. Mais ça fait le chocolat blanc. Ah, il y a de la poudre de lait dans le chocolat blanc? Il y a de la poudre de lait dans le chocolat blanc. Mais c'est loin d'être du chocolat, parce que c'est du beurre de cacao, certes, du sucre. C'est du chocolat sans chocolat. C'est du chocolat sans chocolat. Mais ça, on va dire que c'est du chocolat à 0%. On connaît le chocolat à 70%. C'est 70% de pâte de cacao, alors, en fait. 0%, mais pas de matière grasse. 0% de cacao. Ah oui, non, donc ça veut dire que du sucre. Quand tu lis, par exemple, chocolat à 70%, ça veut dire qu'il y a 70%
de pâte de cacao et donc 30% quasiment de sucre. De sucre, c'est Voilà. ça. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur la composition du chocolat, revenons-en à ces artisans qui traversent le monde entier en quête des meilleures fèves. À Bruxelles, Pierre Marcolini, le plus français des chocolatiers belges, transmet sa passion et transforme à l'infini ses fèves rapportées des quatre coins du monde depuis 1995. C'est un peu mon jardin, vous savez, ici. C'est un peu là où je me réfugie, où je réfléchis, où je me dis, tiens, je travaillerais bien sur un chocolat de tel type ou de quelle manière. C'est assez inspirant. Il y a une fierté à faire son chocolat, à le fabriquer. Alors, est-ce qu'il est meilleur que les autres ? On s'en fout. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire, est-ce qu'il correspond à ce que moi je veux faire ? Est-ce que c'est un chocolat identitaire ? Oui. Il fait partie de cette petite famille de chocolatiers qui pratique le bean to bar, littéralement de la fève à la tablette, c'est-à-dire qu'il prend en charge tout le processus de transformation de la fève en chocolat. On n'est pas assez nombreux, je pense qu'on doit être une quinzaine en Europe à réaliser tout à partir de la fève. Et au niveau mondial, on doit être plus d'une centaine. Ça, c'est le début de l'aventure, ça. La torréfaction, c'est l'explosion des saveurs. La fève, elle est là. Comment on va la réveiller, comment on va la titiller sans la brûler, sans trop la caraméliser. Après ça, on va laisser refroidir. On va passer dans une machine qui a un nom un peu barbare. C'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle un casse. Alors je le répète deux fois. Casse à cacao tarin. On a l'impression de se retrouver dans Alphonse Daudet en se disant ça y est, on va avoir un roman. Ben non, c'est pas un roman, c'est une machine. Et donc l'idée c'est quoi? Les fèves qui sont là, qui ont été torréfiées, eh bien on va retirer la peau. On a récupéré le gruau cacao, ce qu'on appelle aussi communément des éclats de cacao, mais on est encore très loin du chocolat. Pierre sélectionne, torréfie, broie, décortique pour en 24 heures obtenir une liqueur de chocolat qui, une fois refroidie, équivaut à de la pâte de cacao pure. À partir de là, je vais commencer à élaborer la recette. C'est parti. C'est là qu'on décide si c'est du chocolat noir, du chocolat au lait, ce qu'on va y mettre, la quantité de sucre, la quantité de vanille ou la quantité de poudre de lait. Encore 24 heures seront nécessaires pour cette fois-ci obtenir le produit fini. Sans cette ribambelle de machine professionnelle, voici une petite astuce que révèle Pierre pour réaliser soi-même son chocolat. Eh bien, on va faire une chose d'assez extraordinaire. Les gens pensent que c'est compliqué. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire votre propre chocolat. Il vous faut un mixeur, si c'est possible, un mixeur qui chauffe. Maintenant, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il suffit de chauffer les éléments au préalable. Ici, j'ai du beurre de cacao. Alors, la question que tout le monde me pose, soyons très clairs, c'est où est-ce qu'on peut trouver du beurre de cacao? Est-ce qu'on peut trouver des fèves? Vous allez sur Internet, vous avez toutes les adresses du monde, et en 5 minutes, sans problème. Je prends, je vais le chauffer. 70 degrés, voilà. Là, on le monte. Ici, les fèves, elles sont passées au four, elles ont été torréfiées. Vous les torréfiez dans un four classique. Vous torréfiez en général, moi je suis à 140-150 degrés, pendant 20-25 minutes, un peu comme des amandes ou comme des noisettes. Vous les sortez, vous les frottez pour enlever un peu la peau. Ne reste plus qu'à les concasser pour obtenir du gruau que Pierre ajoute justement à son beurre de cacao chauffé et au sucre, avant de mixer l'ensemble pendant 5 minutes. 5 minutes et faire son chocolat. Pas beau ça? Après ça, je vais me retrouver au chômage. Et pour un dressage façon grand chocolatier, ajoutez quelques fruits secs, de quoi en jeter dans l'assiette, jouer des textures et même faire ressortir davantage encore les saveurs de votre chocolat maison. 5 minutes pour vous faire quelque chose en chocolat, est-ce que c'est pas beau ça? Non seulement c'est beau, mais aussi c'est bon. Pierre sera des nôtres d'ici peu pour déguster nos recettes, alors pas de temps à perdre. Retour dans ma cuisine pour attaquer mon second dessert. Le brownie, parce que ça c'est un grand classique. Pour une fois, il n'est pas français. C'est vrai que ce sont les Américains qui auraient inventé ce gâteau. En fait, on parle d'un gâteau au chocolat pas vraiment cuit. C'est ça? Oui. Avec des noix souvent.
Exactement. Alors moi, ma formule, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est de mélanger à nouveau, non pas le chocolat au lait, mais du chocolat à 50% et du chocolat à 70%. Tu me diras, dans ces cas-là, j'ai qu'à prendre un chocolat à 60%, mais ça se trouve moins facilement dans le commerce. C'est intéressant cette démarche dans la texture et dans la mixité de la saveur. Quoi. Oui. Je veux dire, je trouve ça... Voilà, on est bon, on a 200 grammes. Donc en gros, si vous avez suivi, 120 grammes de chocolat à 70% pour quand même donner vraiment un goût de chocolat et de la force, et 80 grammes de chocolat à 50%, le chocolat pâtissé classique. Mon chocolat étant cette fois-ci disposé dans un bol en métal, j'opte pour le bain-marie, une technique adaptée à ce type de matériau, de façon à le faire fondre en douceur. Et pendant ce temps-là, moi j'aimerais qu'on rejoigne Raphaël, parce que moi je voudrais te poser une question. La fonte du chocolat, c'est quand même en général délicat. J'ai très souvent obtenu un chocolat qui fait masse, qui graine. On sent que la température est déterminante. Quand ça graine, quand il y a des problèmes, c'est qu'on utilise du chocolat à croquer ou à manger directement. Et c'est du chocolat qui est très pauvre en beurre de cacao. Contrairement à la couverture dont tu nous Contrairement à parlais. la couverture. Là, justement, c'est chocolat tablette. Et j'ai mis les deux plaques à 50 degrés. On voit que ce chocolat, il a du mal à fondre, justement. Et très vite, si je mets un tout petit peu d'eau, un peu de sucre, ça va masser et ça va justement grainer, comme tu le dis. Alors qu'ici, c'est du chocolat de couverture, noir, 50 degrés aussi. Et tu vois, très très fluide. Ce chocolat de couverture qui contient 32% de beurre de cacao minimum et un peu de sucre est la fameuse tablette de chocolat pâtissier que l'on trouve dans le commerce. Voici d'ailleurs les températures que recommande Raphaël pour faire fondre les différents types de chocolat. Pour le chocolat noir, entre 45 et 50 degrés, pour le chocolat au lait, entre 40 et 45 degrés, et enfin pour le chocolat blanc, entre 35 et 40 degrés. Et on entend souvent parler du tempérage du chocolat, c'est un terme technique. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai le tableau du prof. La température en fonction du temps. Et donc, le chocolatier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la température jusqu'à 50 degrés à peu près. Pour le chocolat noir. C'est la température à laquelle le chocolat noir, notamment, fond. Qui est ici. Voilà, donc là, on fait fondre de façon homogène, on est à 50 degrés. Ensuite, on va refroidir très rapidement. Comme ça, on va figer tous les cristaux. D'accord? Donc là, on va être vers les 20-25 degrés à peu près. Et on va ramener à température, ici. Et là, on va rester vers les 30, 32. Concrètement, dans l'application, ça sert à quoi? Concrètement, c'est la température idéale où le chocolat va être brillant. Donc, Tous les mais autres, alors, peut-être pas tant pour notre gâteau au chocolat, mais en revanche pour des bonbons de chocolat, par pour exemple. des bonbons de c'est ça. chocolat, des enrobages, si tu veux quelque chose de brillant, si tu veux des petites feuilles de chocolat après pour décorer. C'est-à-dire que le chocolat sera plus facile à travailler, Oui. il sera peut-être un peu moins cassant, et en même temps, il va cristalliser d'une façon plus sûre Très et homogène. brillant, très joli. Mais il faut respecter ce qu'on C'est ce appelle qu'on appelle cette le courbe de tempérage. température. D'accord. Esthétiquement, c'est magnifique. Alors, on est allé rendre visite à une cuisinière amatrice, mais qui néanmoins est une chercheuse en biochimie. Ça va te plaire, ça. Pas mal ça, j'ai hâte de voir. Et ce qui va plaire à Thierry, c'est qu'elle fait un gâteau au chocolat sans sucre, sans beurre et sans œufs. Alors là, c'est le tour de force. C'est au cœur de Paris que j'ai rejoint Sandrine pour sa version végétalienne du moelleux au chocolat. Son credo, limiter les allergies et savoir cuisiner avec des fonds de placard. Je vais vous préparer une recette de cœur coulant au chocolat. Et pour remplacer le beurre, j'utilise de l'huile de tournesol désodorisée. Et pour les œufs, en fait, j'utilise de la purée de pommes. C'est comme la compote de pommes, on peut utiliser de la compote de pommes. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de sucre. Et avant d'utiliser la pomme pour sa pectine qui remplace bien le liant de l'œuf, Sandrine a testé nombre de substituts. Yaourt de soja par exemple, de la fécule avec de l'eau, un peu de purée d'amande. Pour la création des recettes, j'essaye d'appliquer vraiment une démarche scientifique. Et avec la purée de pommes, ça avait un aspect de cœur coulant traditionnel. C'est parti, Sandrine commence par faire fondre son chocolat au bain-marie, non pas sur le feu, mais dans un bol, aucun risque de surchauffe. Ça permet d'éviter de brûler le chocolat. Par contre, c'est un petit peu plus lent qu'avec la méthode à la casserole. Une fois qu'il est fondu, elle ajoute sa matière grasse. Il suffit pour 50 g de chocolat d'en mettre 20 g. On ajoute la purée de pommes. On en met autant que le chocolat, 50 g. Il nous reste à ajouter le sucre, la farine. Donc ici, c'est de la farine de blé T65, mais ça marche très bien avec toute autre farine finalement. J'aime bien rajouter un petit peu de vanille, parce qu'il n'y en a pas du tout dans le chocolat que j'utilise et je trouve que c'est un petit goût qui va bien avec.
Ensuite, Sandrine dispose son appareil dans des moules individuels en silicone, plus facile à démouler par la suite. Donc là, c'est pré-enfourné. Mon critère pour la cuisson, c'est qu'il faut que la zone du milieu reste brillante, non cuite. Par contre, que la moitié extérieure forme un anneau qui soit cuit, qui apparaisse un peu comme un gâteau. La cuisson, c'est à 180 degrés et ça prend à peu près 10 minutes. Une cuisson express pour maintenir le cœur coulant. C'est un peu comme un gâteau normal en fait, on le démoule pas entièrement chaud, il faut toujours attendre un peu au moins qu'il tiédisse. Si je le servais maintenant, il s'affaisserait. Donc là on attend 5 minutes. Donc là ça coule, on a l'extérieur qui est comme un gâteau. C'est bien chaud. C'est intéressant cette approche de la pâtisserie, très empirique mais en même temps très analytique, hein. D'autant plus qu'elle a des connaissances scientifiques évidemment. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cette option de remplacer les œufs par de la pectine de pomme? Moi, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de nos convives, de nos clients qui nous signalent une intolérance à l'œuf ou à certaines choses. Et on sait qu'il y a quelque chose de très naturel qui peut remplacer cela, c'est la pectine. Donc pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Thierry, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai piqué un peu ta farine parce que je trouvais que la farine blanche comme ça c'était un petit peu moins intéressant, donc je la toast un petit peu, mais juste toaster pour donner ce côté un petit peu amande noisette dans ton gâteau. Bon, je me suis permis de le faire parce que je veux dire, rester à t'observer cuisiner, j'ai l'impression de... Je culpabilise. C'est pour te donner une contenance. Oui, exactement. C'est gentil, ça. Non, mais c'est surtout qu'il y a une bonne idée derrière tout ça. Parce qu'effectivement, pour ne rien te cacher, quand je rajoute ma farine, ça vaut pour le brownie ou pour le coulant, je sais qu'elle ne sera pas tout à fait cuite à l'arrivée, parce que sinon, ce gâteau ne serait pas bon. Donc, je vais avoir une farine un peu indigeste. Exactement. Donc, ça va éviter, du coup, ce côté un peu indigeste voilà, de la farine. ce côté un peu indigeste de la farine, et surtout, ça va donner ce côté toasté, finalement, oui. qu'on aime bien retrouver dans nos gâteaux. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Très très bonne idée, oui, parce que la farine, c'est toujours du gluten et des choses un peu lourdes. Le fait de chauffer, ça va casser un peu le gluten, beaucoup plus digeste. Ah, et donc puis, on comme n'aura dit Thierry, peut-être pas ça va le donner même pouvoir liant. On va perdre un peu de liant, ça c'est Oui, sûr. mais quand il y a de l'œuf... Voilà, il y a de l'œuf. Finalement, la farine, elle sert quasiment à rien dans ta recette. J'adore parce que... Non, mais c'est merveilleux de cuisiner avec vous parce qu'en fait, on remet toujours les choses en question et on se pose en permanence la question de savoir pourquoi on fait les choses. Et dès qu'on met un ingrédient... Ouais. Et c'est vrai qu'un ingrédient peut contrebalancer un autre. Bien sûr. Et comme je l'ai fait pour ma mousse, je bats mes œufs entiers avec du sucre, mais aussi de la vanille, seulement 1 minute cette fois-ci, pour les faire monter en sabayon et apporter plus de légèreté à mon brownie. On intègre ensuite nos œufs avant de verser l'appareil dans un moule généreusement beurré. Alors, une question en entraîne une autre. Mon moule étant en métal, eh bien, à la cuisson, les bords vont cuire plus vite que le centre. Et patatras, du coup j'ai des bords trop cuits et un centre pas assez cuit. Et oui, le métal est un très bon conducteur. Bain-marie, c'est une bonne solution. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. Mais... Ce que j'aime bien dans le bain-marie, c'est qu'il y a un transfert plus doux de la chaleur et en même temps, il y a une vapeur qui se fait dans le four qui continue à orchestrer un peu du moelleux. Et je trouve que d'avoir une atmosphère dans le four qui soit un peu plus humide crée des pâtisseries d'abord plus brillantes et plus moelleuses. Alors du coup, pour me démarquer, un truc fou, je ne vais pas mettre les noix à l'intérieur parce que je trouve que souvent quand on tombe sur une noix, je sais pas, je trouve que ça alourdit l'ensemble. Je vais les mettre sur le dessus, je sais pas trop comment. Mais tu vois, comme ça, on les aura en déco. On est dans une création débridée, c'est dingue ce qu'on invente. On se mettrait pas une pincée de fleur de sel? Ah oui, moi j'aime bien. Ah, ça pour le coup, j'aime bien. Alors, personnellement, je l'aurais fait à la fin. À la fin, à la mi-cuisson ou de tiers cuisson, je l'aurais ajouté pour pouvoir garder ces petits cristaux de sel, pas tout à fait fondus. Parce que là, avec la buée, en plus du bain-marie... Là, avec la buée, le sel va se répandre dessus. Alors, je te confirme, il y a de la buée. Allez, on va mettre ça. Alors, le bain-marie, il faut forcément que... Ah, ça flotte. On a failli faire une cata. Non, c'est bon, l'eau n'est pas rentrée à l'intérieur. Alors là, je suis partie sur une température douce, 160, pour que ce soit quand même relativement cuit à cœur. C'est pas un coulant. Mais habituellement, comme je ne fais pas de bain-marie, c'est la première fois, je fais cuire mon gâteau 22 minutes. Je suppose qu'avec le bain-marie, il faut rallonger. Moi, je pense qu'on est plus sur les 30-35 minutes. Ah, carrément? Oui, parce que là, le bain-marie va quand même créer une atmosphère un peu plus humide, donc moins chaude. Quoi. Et on aura moins Le brownie, c'était quand même un gâteau quasiment de boulanger ou de ménagère qui avait la bonne vieille gazinière, qu'enfournait le gâteau à chauffe coupée. L'environnement était
très croustillant, très croûté, très gâteau, mais le cœur était souvent pas cuit. On s'est dit, le brownies, c'est comme ça. Oui, bon, d'accord, c'est juste un gâteau qui est quand même pas tout à fait cuit. Et dans l'histoire de ce brownies, c'est quand même un truc, au départ, un peu loupé quand même. Et, comme les tartes tatin. Comme les tartes de la sœur Tatin, elle n'avait pas prévu de démouler sa tarte par terre. Ça n'empêche pas de l'améliorer, tu veux dire. Mais ça n'empêche pas de l'améliorer, ça n'empêche pas d'y rajouter des saveurs. Et puis là, on a un grand chocolat, donc on a de bons produits. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a retenu de cette recette? On n'a pas retenu que ce soit un biscuit parfait, on se fout du parfait dans ce cas-là. C'est cette texture nous procure du plaisir. Continuons à faire cette texture. Et moi, dans ce qui me plaît dans le brownies, c'est vraiment cette texture du non-cuit. On l'aura compris, le chocolat en fait saliver plus d'un et en inspire plus d'un aussi. On ne fait pas que le savourer, on le porte, puisque certains vont jusqu'à créer des robes en chocolat, alors que d'autres, à l'image du chocolatier Patrick Roger, le sculptent. C'est dans ses ateliers en banlieue parisienne, à Sceaux précisément, que je le rejoins. J'ai un bout de tablette pralinée là. Du bonheur. Renommé pour le raffinement de ses tablettes et bonbons, Patrick Roger a décidé de transformer le chocolat en œuvre d'art. Bien plus qu'une matière première de pâtisserie, le chocolat est ici un véritable matériau de création, aussi passionnant à transformer que l'étain ou le bronze. C'est très très lourd. Là on est plein, donc je vais travailler en taille directe dedans. Donc suivant ce que je vais faire, par exemple un doigt, je le fais directement dans une masse. Alors plus petite bien sûr, mais je vais prendre ça. Et puis je vais travailler avec le liquide aussi. Par exemple dans la machine, là, je vais aller chercher des zones. Là on va être très liquide au bord, on est limite, on est fluide quoi. Et puis peut-être que là je vais pouvoir aller chercher quelque chose car, vous voyez, hop, la fluidité elle est beaucoup moindre. Et finalement je passe ma vie à jongler. Très complexe, hein. La matière est très très compliquée. Ça fait du bruit, hein. C'est dur quoi. Il y a vraiment de la solidité et on a besoin de ça. Dedans c'est extrêmement friable, c'est comme de l'ardoise et faire des pièces de cette taille-là c'est un défi, c'est ce qui est marrant. Des orang-outans de plusieurs mètres conçus pour les vitrines de ces 9 boutiques. Des heures de travail pour cet autodidacte qui nous livre quelques secrets de fabrication dans son atelier. Donc là, on est sur la partie structure. Je cherche d'abord mon squelette. Comment je vais venir accrocher un truc qui fait 15 ou 20 kilos là, dedans. Et il va falloir positionner la forme. Donc je vais venir accrocher ça plutôt dans ce genre-là. La tête, elle sera à ce niveau-là. Voilà. Chaque partie de leur corps a été étudiée et la réalisation se fait finalement de façon très empirique. J'ai fait les 540 phalanges. Pour 9, il y a 540 phalanges, c'est un truc de dingue. Donc je les installe une première fois. Et après, comme là, je ne sais pas comment va s'organiser la pâte, je vais redémonter tous les doigts. Et puis je passe ma vie à les bouger. Et je veux toujours faire ça comme ça. C'est très anarchique, hein, mon histoire, hein, c'est clair. Il faut surtout que ça reste un jeu. Un jeu sans limite, où seule l'inspiration et la créativité règnent. J'ai compris aussi que 5%, ça pouvait être un parfum, la couleur de vos yeux. Et puis après, surtout, c'est une fois que tu es là. Par exemple, là, je viens de faire 9 têtes. 9 fois, elles sont différentes. C'est comme l'homme, on est tous différents. Et c'est ça qui est juste extraordinaire. Je pense qu'on le voit déjà. Si ces œuvres ne sont ni à manger ni à vendre, les clients de Patrick Roger auront le plaisir de les dévorer des yeux. Direction le salon du chocolat. Et oui, le chocolat a même son salon et je peux vous dire que chaque année, ils sont des milliers à s'y presser. Et pas uniquement pour le déguster. Ici, on retrouve la crème des chocolatiers du monde entier. À quelques heures de l'ouverture du salon, Frédéric Anton, chef cuisinier triplement étoilé, sa pâtissière Christelle Bruat et le sculpteur Richard Orlinski s'affairent à une réalisation unique en son genre. Ne touchez plus là. Et maintenant lisse-le de haut en bas, Christelle. Voilà. Faire un ours de 6 mètres, c'est quelque chose qu'on va pas faire souvent dans sa vie. Donc j'ai embarqué toute mon équipe dedans, quoi.
Et quand on a vu l'ampleur de la pièce, on s'est dit, ah ouais, il y a quand même du travail, quoi. La plus grosse difficulté avec la pièce, c'est déjà la température du chocolat. Il va faire quand même très très chaud, il va falloir que le chocolat se maintienne. Et après, c'est plein de choses en fonction des secousses et tout ça, des petites fissures. Donc c'est ça ce qu'on est en train de regarder là. Un peu plus loin, Frédéric Anton, également couturier d'un jour, court finaliser les derniers détails de sa création. Une autre manière inédite de travailler sa matière favorite. C'est resserré, bien resserré, ajusté avec le lacet à l'arrière pour remonter. Voilà, ça c'est des petits détails. Et puis il faut bien penser qu'il y a quand même une matière qui est dessus, d'accord, qui est du chocolat, et c'est pas comme du tissu. De son côté, Damien Pissioneri, chef pâtissier d'un grand café parisien, concrétise le croquis du jeune créateur Jean-Paul Begnelli. Là, je suis en train de rajouter des derniers petits détails, donc des petites perles en chocolat, pour apporter encore un petit peu plus de relief. J'étais vraiment content parce qu'il a réussi à faire des volumes qui m'intéressent, que j'ai toujours voulu créer en couture. Et donc il a réussi à le faire en chocolat, c'est ça qui est encore plus beau. Mais la gourmandise n'est jamais très loin. Regardez danser les gens, j'y retourne souvent au bar du Luxor. Regardez danser les gens, j'adore. Le moment le plus attendu de l'inauguration est lancé. Le salon du chocolat peut ouvrir ses portes aux gourmands. Un événement devenu incontournable désormais. C'est pourquoi, parmi nos invités du jour, qui ne vont d'ailleurs pas tarder à venir déguster nos desserts chocolatés, nous accueillerons notamment Sylvie Douce, présidente du Salon du Chocolat, qu'elle exporte à travers le monde, une véritable ambassadrice. Bonjour Sylvie, bienvenue. Ainsi que Pierre Marcolini, notre Indiana Jones de la fève de cacao, qui arrive tout droit de Bruxelles. Bonjour, Raphaël. Bonjour, enchanté. J'ai une surprise. Oh, le livre du Salon du Chocolat. Alors, pour les 20 ans, c'est ça? 20 ans du Salon Oh du non! Chocolat. Oh non, mais ça, vous avez comploté. André mieux. Parce qu'effectivement, il se trouve que j'ai porté une des robes des modèles de éphémères. Pierre Marcolini. Et tu sais pourquoi on parle de robe en chocolat? D'où l'idée de robe en chocolat, parce qu'on parle de la robe d'un chocolat. Ah, c'est joli, comme d'un vin d'ailleurs. C'est la couverture Et du je sais chocolat. que tu t'y connais en matière de vin. Alors, Voilà. si je pourrais rectifier, c'est pas la robe de Pierre Marcolini, parce que je porte pas de robe, mais c'est Édouard Van Meulen qui a dessiné Avec une son robe chocolat. et qu'on a créé en chocolat. Voilà. J'ai l'impression que toi aussi, tu vas nous fournir de quelque chose. Alors, c'est un livre qui m'a particulièrement séduit, qui s'appelle La singulière tristesse du gâteau au citron. Quand on fait des recettes, il y a un moment où on met une part de soi. Est-ce que quand on mange un plat, quand on mange un dessert, est-ce que cette part de soi, on arrive à la deviner? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'envie? Eh bien voilà, tout ça pour vous. Ça me touche qu'il m'offre un livre parce que c'est vrai que pour la première fois, on s'adresse à mon intellect. Pas seulement à ma blondine. À notre tour de gâter nos invités. Donc on vous explique, le gâteau de Thierry est donc un gâteau extrêmement léger, le brownie de Juju, ainsi appelé, avec la complicité de Thierry et Raphaël, est quand même un petit peu plus riche, on va le dire. Donc moi je suis restée très fidèle à la tradition, c'est mon rôle dans cette émission. Sylvie, elle a imaginé ce salon du chocolat qui aujourd'hui s'est répandu à travers le monde et a fait des chocophiles dans le monde entier, puisqu'il y a combien de salons 18 éditions mondiales. 18 maintenant, éditions mondiales. par an. Et 20 ans, 22 ans 22 ans cette année, oui. Est-ce que vraiment on peut considérer que les Français sont parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs à faire du chocolat, ou est-ce que c'est le reflet? On parle de chocolat belge, on parle de chocolat suisse. Je vois pas pourquoi on parlerait pas de chocolat français. Arrêtons de mettre des frontières. On a une telle richesse en Europe. Les noisettes viennent du Piémont, les amandes viennent d'Espagne. On a un savoir-faire qui se trouve au niveau européen et on commence à le cloisonner au niveau des frontières. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Là où je le rejoins complètement, c'est que le chocolat est citoyen du monde, est vraiment citoyen du monde. Le plus fort pour moi dans cette profession de chocolatier, qui, ne l'oublions pas, n'existait quasiment plus dans les années 70. On passait à CAP de pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier. On avait tout ramassé. Et puis, cette profession de chocolatier s'est émancipée
de cette administration en se disant non, on est un vrai métier, on va revenir sur nos bases et ça crée des chocolatiers auteurs. La difficulté de ces métiers, c'est comme tous les métiers de bouche finalement, c'est d'être artiste pour être créatif et artisan pour dupliquer. Moi, je voudrais quand même vous dire qu'on est en train de goûter un vin rouge particulièrement adapté au chocolat, approprié à ce mélange, et qui est un vin qui est fait par Sylvie. Très équilibré, très en harmonie. Qu'est-ce que vous pensez du gâteau sans beurre, sans œufs et sans sucre? De Thierry, exceptionnel. Exceptionnel. Quand on regarde le gâteau de Thierry, on se dit, on va se retrouver dans une densité, une vraie densité, en se disant, ouf, ça risque d'être un petit peu lourd, et c'est pas du tout ça. Et ce que j'adore, c'est effectivement, comme le disait Thierry, il y a une place qui est large pour le chocolat. Là, effectivement, il y a le respect du produit. Comment est-ce qu'on peut le mettre en avant? Je trouve ça fabuleux. Parce qu'il y a un dialogue qui se passe. Il y a un dialogue entre le chocolatier qui donne cette matière à Thierry et qui lui dit, voilà, c'est ce que nous, on a été chercher, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Équateur. Mais dans le cadre du brownies, là, on est sur un produit régressif avec une autre histoire. C'est presque un gâteau de voyage, le brownies. C'est un gâteau qui peut aller à l'école, revenir de l'école, qui peut rester à la maison 2-3 jours et se rassir un petit peu et être encore intéressant. Ça peut être le petit déjeuner. Enfin, c'est un petit peu le gâteau au chocolat passe-partout. Donc il faut un chocolat un peu passe-partout. J'aime bien l'ajout de la farine torréfiée. On sent bien le goût noisettes. On se dit, bon... C'est ça. Oui, on a l'impression qu'il y a une poudre d'amande et il n'y en a pas. Et, voilà. Et là, on tombe sur une autre histoire de chocolat. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet suscite passion, il suscite débat, et c'est l'avantage d'avoir des gens de cœur qui, justement, ont envie de transmettre leur passion pour ce métier, de vrais artisans qui défendent leurs produits, qui défendent leurs valeurs, qui voyagent en plus, qui vont à la rencontre d'autres artisans sur d'autres continents. Et c'est ça qu'on a envie, justement, de partager avec vous. C'est l'idée du partage en cuisine. Vous aussi, réunissez-vous, échangez vos recettes, essayez de construire peut-être la meilleure en prenant un peu de ci, un peu de ça, un peu du savoir de chacun. Et puis envoyez-nous vos recettes, on les mettra en pratique dans notre cuisine collective et on se donne rendez-vous pour le prochain défi culinaire. Salut! Tout le début du XXe siècle, on va voir des crèmes pâtissières à 350 grammes de sucre. Comme moi, je suis née en 1902, forcément, j'ai un peu de cette influence. Moi, en 1070. Il y a 50 grammes, là? Il y a 50 grammes. Ah bah ça, en dessous. Ah, le feu. Vous avez du poids avant de venir. On peut commenter ou pas? Ouais. Ah oui, d'accord.